sujet, cette question s'adresse également à vous. Vous opposez à l'exploitation des schistes. À contrario, vous soutenez Alteo dans ses déversements. Ces deux positions sont contradictoires. Est-ce que vous pourriez faire ça, s'il vous plaît? Une dernière question politique concise, s'il vous plaît. Alors, vous avez parlé de la souveraineté nationale. Je vois dans cette expression-là, je vois les vrais problèmes de l'Europe aujourd'hui. Parce que l'Europe, d'un côté, nous parlons d'un côté souveraineté nationale, de l'autre côté, nous voulons avoir une nationalité collective, entre guillemets. C'est-à-dire d'un personnage collectif qui va représenter l'ensemble des nations par rapport à une voix. Alors, là, comment vous vous situez, puisque d'un côté, vous dites je suis souverain, donc c'est moi qui gère tout ce qui se passe, et comment après vous voulez faire ça avec les autres pays qui sont aussi européens, et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut annuler tous les contrats que nous avons avec tous les pays européens, justement pour des questions de souveraineté nationale? Monsieur Lambert, vous êtes très sollicité. Ça tombe bien parce que je ne vais pas pouvoir rester, j'en suis vraiment confus parce que je trouve que c'est intéressant. Je commençais par Alteo, donc bon, vous pouvez écouter les médias, mais le mieux c'est de venir sur place et de regarder ce qu'il en est. Il n'y a plus tout rouge que rouge, il y a encore quelques dérogations, mais je crois savoir qu'une très grande partie de l'industrie française travaille grâce à des dérogations par rapport aux normes européennes, et il y a une trajectoire de sortie de ces dérogations pour être dans les normes européennes, qui fait qu'en 2021, l'entreprise soit est dans les normes, soit elle est fermée. Et je peux vous dire qu'à date, il y en a un comité de suivi de site lundi, les résultats sont très bons sur le type de rejet qui est envoyé en mer. Déjà sur les 6 dérogations, dont 2 ne sont plus en système dérogatoire, elles sont dans les normes, même bien mieux, et d'autres, les pilotes industriels qui sont lancés, permettent d'atteindre les normes et bien mieux. On a un pilote industriel, après vous savez, il faut aller passer en fonctionnement industriel. Et c'est intéressant justement parce que c'est les trajectoires. Quelles sont les trajectoires dans lesquelles on s'inscrit? Ensuite, pourquoi défendre cette usine? Mais ça renvoie quand même au gaz de schiste. Hein. Ils produisent de l'aluminium de spécialité unique au monde. Tout le monde a de l'aluminium de carbone dans son téléphone, dans son smartphone, derrière son écran, bientôt dans les batteries, bientôt dans les pots catalytiques, etc., etc. Si l'usine ferme, le besoin mondial réouvrira ailleurs. Donc autant en prendre la responsabilité. Elle existe. Autant aller jusqu'au bout, prendre la responsabilité de produire de l'aluminium dans les normes de rejet. Et plutôt que de prendre le risque que ce soit généré dans un autre pays. Je vais revenir quand même sur le sujet qui nous concerne, les gaz de schiste. Le foncier. Le foncier, je n'ai pas été très clair parce que je suis passé très vite, c'était l'impact physique sur le foncier que génère. Puis, il y a de la pollution autour et nul ne peut le nier. La souveraineté nationale. Alors, je n'ai pas bien compris votre question sur la souveraineté nationale française par rapport à l'Europe. Généralement, au pays européen, si nous parlons de la souveraineté nationale, comment on va se situer dans l'ensemble de l'Europe après? Si nous donnons une priorité à la souveraineté nationale, comment on va traiter après on la donne sur énormément de sujets, la souveraineté nationale. Oui, mais il y a une sur l'énergie, la France impose à certains pays le nucléaire. Je ne vais pas être pro ou anti-nucléaire, mais il y a certains pays qui, limitrophes de la France, qui font pression sur la France par rapport à sa politique nucléaire, et on l'impose quand même. C'est bien le côté souveraineté. Donc je ne vois pas trop le changement. Alors détourner les fonds d'investissement, je n'ai pas perdu votre deuxième question. J'ai vu tout à l'heure, c'est 600 milliards d'investissement, j'ai plus... Bon, moi si je mets 600 milliards, qu'ils soient publics ou privés, c'est pas le sujet. C'est 600 milliards. Ah mais si, c'est 600 milliards. Si on les oriente vers ce qui structurellement change notre modèle énergétique, eh bien c'est 1000 fois mieux que 600 milliards sur un modèle qui a une durée de vie de 10, 20, 30 ou même 50 ans. Et c'est tout le sens de ce que nous devons avoir. Ce n'est pas une question de public ou privé, c'est une question que l'argent qui vient du public ou du privé, il est limité, s'il est orienté
sur des solutions qui font qu'il faudra réinvestir, il faudra y retourner dans 10 ou 15 ans, ou sur des solutions qui ont peut-être des amortissements plus longs, donc c'est là où la politique doit arriver, eh bien moi je suis sur des amortissements plus longs, si c'est pérenne et si ça dépasse le siècle. Et notamment, pour reprendre la toute première remarque, moi je soutiens, je suis le seul parlementaire, le seul élu présent au lancement de Jupiter à Fos, qui est un projet de méthanation avec 2 pistes industrielles différenciées pour derrière pouvoir choisir en 2024, certes pas tout de suite, 21-22, choisir une voie de production de gaz par méthanation. Donc vous savez tous ce qu'est la méthanation, qui est la recombinaison de l'hydrogène avec le CO2 et avec de l'énergie, l'énergie étant récupérée des énergies renouvelables en surplus. Donc voilà, les 600 milliards, combien on en a mis sur la méthanation? Merci Monsieur Lambert d'avoir pu nous accorder du temps. On reprend une dernière série de questions et ensuite ce sera vraiment le temps de conclure. Peut-être Monsieur va essayer de faire parler plusieurs personnes. Je voudrais interroger M. Arnaud sur la coïncidence entre un événement politique et un événement technique, une crise. Il a fait référence au référendum italien sorti du nucléaire, une coïncidence un peu comparable qui est produite dans d'autres pays. Chez nous, en ce qui concerne les gaz-schistes, il est clair que la crise qui a conduit à la loi de 2011 et le calendrier des élections présidentielles, comment mieux organiser, comment mieux préparer la gestion de telle coïncidence? Quelles institutions peut-on mobiliser, peut-on créer pour éviter les tensions ingérables? J'entends bien que le CCR peut servir de centre de compétences, mais pas c'est plus modeste. En matière nucléaire, on fait travailler dans ces cas-là la UA ou le NSCER, on a des lieux. Que recommander pour les autres types de crises? Une autre question, j'en voyais par là. Il y avait monsieur au premier rang, sinon. Vous savez, monsieur au premier rang, il y avait... Peut-être que quelqu'un d'autre que François-Michel Lambert peut répondre à ma question, qui était sur le fait que je ne comprends pas ce qu'il disait quand il dit qu'il n'y a pas de crise par rapport à l'énergie. Nous sommes dans un pays où l'entreprise Vallourec vient de perdre la moitié de ses emplois parce qu'elle produit des tubes liés à la production de pétrole, de gaz de roche. Nous sommes dans un pays où Ascométal essaie désespérément de préserver les emplois pour des activités liées au secteur de l'énergie. Et dans le simple secteur industriel qui produit des pièces pour le nucléaire, il y a eu aussi de grosses pertes d'emplois. Donc il y a des milliers de familles qui aujourd'hui souffrent d'une crise de l'énergie. Il y a également le président de l'ADEME, Bruno Legevin, qui parle sans arrêt de précarité énergétique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de Français qui ne peuvent plus payer leur facture d'électricité, même si la France a un prix de l'électricité publique moins cher que l'Allemagne. Mais le niveau de vie français étant ce qu'il est, il y a de plus en plus de familles qui souffrent aussi et qui sont en crise sur ce plan-là. Et in fine, je voulais aussi vous demander à qui de répondre, si effectivement on peut parler de risque sismique, quand on sait qu'il y a des pays en Amérique du Sud qui ont à peu près 300 tremblements de terre plus forts par an que les petits tremblements de terre qui ont lieu en Angleterre ou ailleurs, et que ça ne pose aucun problème si on sait le gérer. Et d'autre part, par rapport au risque de l'eau, c'est intéressant de savoir, là je donne une information, qu'un chercheur breton, français donc, qui travaille depuis 25 ans au Texas, pour des laboratoires de recherche très spécialisés sur l'eau dans des contextes de forage pour le gaz de roche. Il m'a certifié, il m'a envoyé même une conclusion en 70 pages d'une étude l'an dernier, qu'aucune incidence sérieuse n'avait été constatée dans les milliers de forages qu'ils ont étudiés aux États-Unis sur des nappes phréatiques ou des réserves d'eau importantes. Merci beaucoup.
Je crois qu'on va passer, il ne reste que 5 minutes en tout pour les réponses. Alors peut-être Stéphane Ardano, vous avez été directement sollicité. Je ne sais pas qui pourra répondre à vos questions, monsieur. Alors, quant à la première question, ces stratégies-là demandent une connaissance très précise du contexte national ou du contexte local où l'élection a lieu. Donc, une réponse articulée à votre question, je ne peux pas la donner parce que je n'ai pas une connaissance très précise et approfondie du contexte français en ce moment. Ce que je peux dire, c'est ce qui semble marcher bien, c'est un retour du porte-à-porte. Mais de quelle façon? En réunissant des collectivités plus ou moins grandes et en faisant des communications mirées. En Italie, par exemple, le mouvement 5 étoiles fait ces choses-là sur des différents sujets et il remporte beaucoup de succès. Voilà. Ce que je peux dire en quelques minutes. Quant à la deuxième question. I'll just refer to some of the comments that you made. So I'm not familiar with the situation in France, but I was just struck by how similar some of the problems you outlined they are in the UK, particularly on winter deaths. So we have thousands of winter deaths every year that are attributed to people who can't heat their homes, for example. Obviously, when energy bills go up, it acts as a regressive tax, so poorer people end up paying a much greater proportion of the bill when it goes up. We have issues with energy security as well, so we've got the narrowest margins now, so capacity margins are only at 0.1%. That's because some of it is actually due to the emissions legislation, which is closing a lot of coal-fired power stations, but we just aren't building the gas-fired power stations to replace that. And obviously in Eastern Europe, it's a major crisis to be so dependent on Russian gas, and it's an absolute major problem. So if, as the representative here said, you're reluctant to build your own indigenous resources, reluctant to import gas, then you're just going to be completely reliant on gas coming from Russia. I believe some Eastern European countries are pretty much wholly reliant on gas from Russia, so I think that's a situation that needs to be sorted out very, very quickly. Another thing I slightly disagreed with is he said we only need to start exploring where there's a crisis, but of course that would be far too late because it takes about 5 to 10 years from the exploration process before you have a thriving industry. So you can't just wait till there's a crisis because by that time you won't be able to use that as a mechanism to solve it. And I suspect that's actually his goal. Anne Luxman, vous vouliez réagir notamment sur la question de la souveraineté? Oui, c'est difficile de réagir sur une question aussi fondamentale que celle de la souveraineté. Mais juste, bon, je vais être très brève, donc un peu caricatural, mais je pense que d'abord, l'Europe est une union dans la diversité. Et je pense que c'est justement parce qu'il y a une diversité qu'il y a des gains à échanger et à se coordonner et justement à prendre des décisions au niveau européen. Et deuxièmement, les pays sont interdépendants. Et ça, il faut bien en être conscient. Être interdépendant, ça veut dire subir les décisions des autres, ça veut dire donc ne plus être souverain dans ces domaines. Et c'est justement là qu'intervient le niveau européen, pour retrouver justement, en décidant ensemble, là où on est interdépendant, donc là où on est plus souverain, pour retrouver cette souveraineté. Et ça, je pense, c'est une explication qu'on ne donne pas assez souvent, donc je voulais la répéter, même si elle est un peu élémentaire. Je suis d'accord, mais une souveraineté collective parfois. Mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus, disons, penser uniquement au récit national, parce que si on pense uniquement au récit national, on risque de perdre le récit collectif. C'est ça que je voulais dire. C'est clair que la souveraineté est souvent un obstacle, mais c'est souvent une souveraineté mal comprise. L'heure est venue de passer la parole à Nicolas Bouzou pour la conclusion de ces états d'ordre. Je vais conclure de façon extrêmement brève, en 3 minutes. Déjà,
mutation aujourd'hui technico-économique qui est absolument majeure, qui à mon sens est la plus forte depuis le 19e siècle, voire depuis la Renaissance. Ça c'est quelque chose qui commence à être présent, je trouve, dans le débat public, donc je m'en réjouis. Mais c'est vrai que la place de l'énergie à l'intérieur de cette mutation, elle est à mon sens encore sous-estimée. Et avec Jean-Louis Chilansky, on essaie justement d'expliquer, de rappeler que l'énergie, comme dans les précédentes mutations, révolution industrielle d'ailleurs, et c'est très clair notamment au XIXe siècle, on essaie de rappeler que l'énergie est au cœur de ce processus. Le deuxième intérêt commun qu'on a avec CHNC, c'est d'essayer de faire progresser la raison contre la passion dans le débat démocratique, ou peut-être même plus exactement d'essayer de rééquilibrer au fond le rôle de la raison et de la passion. Alors, c'est quelque chose qui a toujours existé dans les démocraties. Machiavel explique, alors c'est pas tout à fait le plan démocratique, mais Machiavel néanmoins expliquait ça très bien, Tocqueville explique ça très bien. Vous avez toujours dans les démocraties cette tension entre la raison et la passion. En France, mais pas qu'en France d'ailleurs, parce qu'on en parle souvent avec Démosthène ou avec Stéphano, peut-être moins avec Daniel, parce que le débat britannique est à certains égards, pas tous, mais à certains égards, parfois peut-être un peu plus rationnel. En tout cas en Italie, en bref, c'est vrai qu'on a des débats publics qui sont très passionnels. Alors c'est très sympathique, moi j'aime beaucoup ça, mais parfois on dit aussi beaucoup de bêtises. Et donc on essaie, avec ce type d'événement, d'essayer, on essaie de rééquilibrer un peu les choses. Très rapidement, moi je trouve qu'il y a trois enjeux sur lesquels on doit encore réfléchir de façon extrêmement approfondie quand on travaille sur le sujet de